Germain, enchantée. Bonjour à vous. Est-ce que vous désirez que je répète la lecture des conseils en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite commencer. Alors bonjour, mon nom est Danielle Christel, je travaille pour Desjardins Capital et je suis responsable de la stratégie d'allocation d'actifs et du suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca, je travaille chez Novartis, je suis chef de planification et d'analyse commerciale. Hi, my name is Alex Ennis. I'm an analyst at Van Berkom & Associates, where I focus on U.S. Small cap. Si je peux me permettre de commencer avec une citation bien connue de Warren Buffett, Price is what you pay, value is what you get. Effectivement, lorsqu'on parle d'acquisition ou d'investissement, on va toujours vouloir que ce soit fait à un prix qui est inférieur à la valeur qui est créée. On se rend bien compte, par contre, que dans le cas de votre projet de GT1, c'est pas exactement le cas pour l'instant. C'est pourquoi on est aujourd'hui avec vous afin d'évaluer si ça serait bénéfique pour vous d'accepter l'offre que Airbus vous fait de faire une co-entreprise. Et donc, afin de répondre à ce mandat primaire, on va devoir se pencher sur des enjeux qui sont secondaires, qui vont beaucoup influencer en fait nos recommandations. D'abord, pour ce qui est de la cohérence stratégique, on va vouloir que les stratégies des deux entreprises soient en cohérence afin de vous permettre d'aller chercher des parts de marché aux États-Unis. On veut évidemment que ça dégage une certaine performance financière, mais le tout dans un niveau de risque qui est jugé acceptable. Je suis en compagnie de mes collègues Maggie Pacou-Germain, Samuel Léveillé et je me présente Marie-Lynne Etier. Et au courant des 20 prochaines minutes, on va d'abord identifier les enjeux stratégiques auxquels les deux entreprises doivent faire face, ce qui va nous définir le cadre avec lequel on va pouvoir faire l'évaluation financière des deux entreprises. Par la suite, on va aborder tout ce qui est gestion du risque, puis on va vous revenir à la fin avec une proposition qui va vraiment tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Mais d'abord, il n'y a aucune proposition qu'on serait à l'aise de faire si on n'était pas bien conscient du contexte dans lequel œuvrent les deux entreprises. C'est ma collègue qui va faire avec vous l'approfondissement des enjeux stratégiques. Merci Marie-Lynne. Afin de bien comprendre les enjeux stratégiques qui pourraient affecter l'entreprise Global Transport, il est important de faire un bref retour sur l'industrie dans laquelle ça se trouve afin de voir les facteurs qui pourraient agir en tant que moteur ou encore en tant que frein à la croissance de celle-ci. En premier lieu, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous nous trouvons dans un milieu qui est très compétitif, ce qui peut être expliqué d'ailleurs par le fait que l'industrie est mature et donc chaque entreprise veut vraiment avoir le plus de parts de marché possible. Mais ce qui est important de remarquer aussi, c'est qu'il y a un climat politique qui en ce moment est très différent de ce que nous avons déjà connu. En ce moment, aux États-Unis, nous avons un président qui n'est pas aussi ouvert à la commercialisation mondiale. Donc, il faut absolument, il est très pour l'America, mais is first. Donc, ce qui est important pour lui, c'est vraiment que tout soit fait en Amérique, ce qui peut causer certains problèmes pour une entreprise qui n'est pas du pays. Cependant, il y a plusieurs opportunités, notamment le fait qu'il y a des innovations qui sont très intéressantes, ce qui est d'ailleurs le cas pour votre entreprise qui a inventé de nouveaux produits. Et il y a aussi le fait que vous pouvez faire de l'expansion avec ces nouveaux produits en allant aux États-Unis ou autre part dans le monde. Nous allons maintenant regarder l'aperçu de Global Transport. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'en ce moment, vous avez eu une subvention du gouvernement afin de pouvoir financer votre nouveau produit, car vous n'aviez pas les liquidités nécessaires. Ce qui explique pourquoi, en ce moment, vous avez une poursuite aux États-Unis par la compagnie Bing, parce que celle-ci remarque très bien que vous pourriez avoir un véritable impact sur les États-Unis avec votre diversification et avec votre magnifique innovation et le fait que vous avez vraiment de nouveaux produits et une bonne imagination. Maintenant, nous allons faire un bref aperçu
de l'historique financier de votre entreprise. Ce que nous pouvons voir, c'est que depuis 2014, votre marge nette est très différente d'année en année. En 2014, elle était négative à moins 6,26%, ce qui peut expliquer par le fait que vos impôts et les charges non récurrentes sont très élevés. C'est surtout les charges non récurrentes qui sont très problématiques. Ensuite, en 2015, votre marge est encore plus baissée à moins 36,16%, ce qui est encore expliqué par les charges non récurrentes et par le fait que la marge opérationnelle en ce moment, pour pouvoir être concurrentiel sur le marché américain, vous avez baissé vos prix de vos avions, ce qui fait que votre marge opérationnelle en ce moment est plus petite, surtout que vos coûts n'ont pas baissé. En 2016, encore une fois, vous avez une marge opérationnelle qui a un peu baissé, mais pas de manière dramatique, mais vous n'avez pas eu de charges non récurrentes, ce qui fait que votre marge nette est arrivée à ce moment-là à moins 7,75%. Maintenant, en ce qui concerne l'entreprise... Oh oui, alors vous avez aussi un levier financier qui est fort intéressant parce que ce que nous pouvons voir, c'est qu'en 2014, vous avez un levier financier de 502, ce qui veut dire en ce moment que votre dette est beaucoup plus élevée que vos capitaux propres, ce qui peut être expliqué d'ailleurs par le fait que vous avez eu un emprunt du gouvernement. On peut le voir aussi en 2015 et en 2016. D'ailleurs, c'est négatif parce qu'en ce moment, vos capitaux propres sont négatifs. On peut voir aussi par la couverture des intérêts qu'avant, en 2014, vous pouviez couvrir vos intérêts avec votre EBIT à 15 fois pour les intérêts. Mais en 2015 et en 2016, la baisse est de plus en plus évidente parce qu'en ce moment, votre chiffre d'affaires est en train de descendre puisque vous avez baissé le prix de vos avions. Maintenant, pour l'entreprise qui désire faire une co-entreprise avec vous, Airbnb, nous pouvons voir qu'elle a un réseau très étendu, ce qui veut dire que son influence est mondiale. Et nous pouvons voir aussi qu'elle a une capacité financière qui est très intéressante. Elle a une bonne réputation auprès des banques et elle a des capitaux propres qui sont vraiment très bien. Et elle est une entreprise des États-Unis. Ce qui veut dire qu'en ce moment, comme on l'avait dit, le climat politique, avec Trump qui veut faire l'America First, il y a un tarif douanier de 300% pour toute entreprise qui voudrait entrer dans le pays. Mais si vous faites une co-entreprise avec Airbnb, vous serez en mesure de pouvoir pénétrer le marché américain sans pour autant avoir affaire à ce tarif douanier. Maintenant, ce que nous pouvons voir dans l'aperçu de la transaction, c'est que les synergies sont très possibles, notamment par la capacité financière. Comme nous l'avons dit en ce moment, vos liquidités sont très basses. Vous avez eu besoin d'un prêt du gouvernement, mais R&B a une très bonne capacité financière, ce qui fait qu'elle pourrait vous prêter les liquidités pour pouvoir mener à terme votre projet. Les barrières à l'entrée seraient complètement enlevées puisqu'il s'agit vraiment d'une entreprise américaine et vous pouvez leur emmener des projets très innovants. Vous avez, avec le GT1, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir pénétrer un nouveau marché auquel ils sont vraiment intéressés. Cependant, il y a bien sûr des défis, notamment le fait que de votre réputation, vous êtes une entreprise de votre pays, mais si vous faites acquérir une partie de votre projet par une entreprise américaine, cela pourrait causer certaines tensions. Il y a aussi votre endettement. Si en ce moment vous êtes endetté au gouvernement, comment celui-ci va prendre le fait qu'une compagnie américaine pourrait venir sur son projet à lui? Il y a aussi le fait du contrôle. Pour pouvoir avoir la co-entreprise avec R&B, vous devez vraiment donner 50,01% de votre projet, ce qui veut dire que vous laissez complètement de côté le contrôle sur celui-ci, ce qui pourrait être un défi à relever. Maintenant, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que vous avez des possibilités d'expansion. Il y a de la croissance qui est possible grâce à votre projet. Et cependant, il faut vraiment faire attention au climat politique parce qu'avec un tarif douanier de 300% et aussi avec le fait que Trump, qui est président en ce moment, veut vraiment mettre America First, ça veut vraiment dire que vous auriez des barrières à l'entrée, mais vous avez une très bonne capacité d'innovation. Et avec cela, ça fait que votre projet avec R&B crée vraiment une cohérence stratégique qui est très intéressante puisque vous êtes les deux en ce moment dans la même industrie et vous avez les mêmes ambitions. Maintenant, pour pouvoir revenir à la citation de Warren Buffett, nous pouvons voir effectivement qu'il y a une création de valeur avec votre projet de GT1, mais le problème était vraiment le prix que vous étiez prêt à payer pour cette création de valeur. Et avec le projet de R&B, ce qui est intéressant, c'est de savoir si le prix va être enfin en bas de la valeur que vous voulez atteindre. Et ce prix, vous allez pouvoir avoir cette réponse avec mon collègue Samuel. Merci beaucoup, Maggie.
Donc, la méthodologie que nous avons souhaité utiliser dans le cadre de cette évaluation financière est une actualisation des flux de trésorerie prévisionnels liés à son projet. Les 4 volets que nous allons aborder pour cette analyse sont tout d'abord quelle est la performance minimale acceptée pour ce type de projet qui va nous permettre d'actualiser nos flux de trésorerie. Par après, quelle est la valeur du projet GT1 pour Global Transport. Par après, pour RB. Et ultimement, si une co-entreprise venait à avoir lieu, quelle serait la création de valeur pour celle-ci? Tout d'abord, le coût des capitaux propres, donc avec un modèle très simple, celui du MEDAF. Nous avons donc utilisé comme ordonnée à l'origine le taux de rendement des bons du Trésor qui était de 2,25 %. Par la suite, nous avons utilisé votre bêta qui était de 1,52 pour l'ajuster avec la prime de risque du marché qui est obtenue selon Damodaran, un analyste financier très réputé, pour ultimement avoir un rendement exigé sur les capitaux propres, donc pour ce type de projet, d'environ 11,07 %. Donc par après, quelle est la valeur du projet GT1 pour vous, donc pour Global Transport? Tout d'abord, nous avons souhaité séparer les 2 produits qui étaient servis selon cette classe de produits. Le produit des avions, dans le fond, GT1000 et GT2000. Pour le projet GT1000, les ventes étaient évaluées à environ 1500 avions dans un horizon de 20 ans. Donc, nous avons décortiqué, donc année par année, nous avons comme amorti, si on veut, le total des ventes qui nous revient à environ 75 avions vendus par année. Le prix des ventes, normalement, est affiché à 80 millions, mais considérant les conditions du marché actuel, votre capacité de vente est uniquement à 19,5 millions, qui est donc inférieur au coût de production par unité, ce qui nous engendre des marges négatives. Idem pour le projet GT2000, donc le prix de vente était d'environ 100 millions de dollars qui était affiché. Cependant, nous avons considéré que celui-ci éprouvait les mêmes difficultés de vente que le premier, donc dans une proportion similaire, qui engendre également des marges négatives. Ce qui nous donne qu'ultimement, le résultat net, incluant les frais d'amortissement et les frais administratifs, se situe à une perte d'environ 1,5 milliard de dollars par année pour ce type de projet, ce qui est très néfaste pour votre performance financière. D'un point de vue des flux de trésorerie, une fois qu'on évalue ceux-ci sur 5 ans et qu'on fixe une valeur terminale, on se rend compte qu'en les actualisant, le projet actuellement vous engendre une perte de valeur qui est d'environ de 15,5 milliards de dollars, ce qui est donc vraiment pas avantageux pour votre organisation. Donc, quelle serait la valeur de ce projet entre les mains de RB? Tout d'abord, avec le fait que vous ne serez pas assujetti aux tarifs douaniers, donc aux droits compensatoires, vous seriez progressivement dans la mesure de vendre ultimement vos produits à la juste valeur que vous souhaitez obtenir. Donc, nous avons incrémenté le prix des ventes pour chaque produit jusqu'à leur valeur sur un horizon de 5 ans afin de rester conservateur. C'était le prix de vente que vous aviez fixé. Nous avons jugé que dans un horizon de 5 ans, ceci serait intéressant en termes d'incrémentation. Le coût par unité étant le même. Pour le projet GT2000, même méthodologie. Donc, nous avons incrémenté pour le projet GT2000 les prix jusqu'à leur prix de vente de 100 millions. Ce qui nous démontre que la rentabilité serait faite environ à la 3e année d'exploitation au niveau du résultat net ci-dessous. Donc, des pertes à prévoir pour les 2 premières années, mais par après, des bénéfices qui seraient positifs. Au niveau des flux de trésorerie, beaucoup de chiffres, mais tel qu'on peut le voir, les besoins en fonds de roulement seraient stables au fil du temps et les besoins d'immobilisation aussi. Les investissements ont déjà été faits, les infrastructures sont déjà présentes. Donc, on peut réellement voir que ce n'est pas des frais qui vont être encourus, donc c'est vraiment des retombées directement pour les actionnaires au fur et à mesure de l'évolution de son projet, incluant la valeur terminale ici. Et lorsqu'on actualise ces flux de trésorerie avec un taux d'actualisation donc similaire, bien entendu, le taux d'actualisation de RB ne sera pas nécessairement exactement le même que vous. Cependant, nous avons jugé que tel qu'il était un comparatif, il s'agit d'une très bonne estimation. Et ce qui nous donne ici une création de valeur qui serait d'environ 26 milliards de dollars pour ce projet. Donc, ultimement, je veux juste attirer votre attention sur la structure de l'actionnariat qui aurait lieu si cette co-entreprise aurait lieu. Tout d'abord, le projet GT appartient à 60% actuellement à Global Transport et à 40% au gouvernement qui a cautionné, donc qui a acheté des parts dans l'organisation à raison d'1 milliard de dollars. Donc, la transaction de celui-ci ferait en sorte que RB détiendrait maintenant 50,01% des parts, le gouvernement conserverait son 40% et Global Transportation conserverait environ 9,99%.
Ça peut sembler 9,99 %, donc vraiment minoritaire, vraiment une perte de valeur, surtout que le prix de vente de ces actions serait effectivement 0 $. Mais si vous observez bien, le prix actuel de vos actions, leur valeur, selon la proportion que vous avez, est de moins 9 milliards de dollars. Et donc, le 10 % environ qui vous resterait suite à cette transaction aurait une valeur d'environ 2,6 milliards, ce qui serait tout de même une création de valeur, ultimement, de 11,9 milliards de dollars pour Global Transport, ce qui est tout de même très intéressant. Du point de vue d'Arby, ceux-ci feraient l'acquisition à 0 $ des actions, qui auraient une valeur pour eux d'environ 12,9 milliards de dollars. Donc, tout de même très intéressant pour eux, une très bonne performance financière. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la création de valeur pour le gouvernement qui a pris part dans votre projet. Ceux-ci, actuellement, leur 40 % a une valeur d'environ 6 milliards de dollars à la négative, donc une perte, une destruction de valeur. Et celle-ci serait transportée, une fois le projet transféré dans les mains de Arby, à une création de valeur qui serait environ 10,4 milliards de dollars en valeur actualisée. Et quand on regarde en dessous la création de valeur, on se rend compte que le grand gagnant ici est ultimement le gouvernement et donc les payeurs de taxes, qui sont réellement les gagnants de cette création de valeur. Et il nous avait fait part aussi des possibilités de synergie au niveau opérationnel. Nous avons souhaité évaluer, si on veut, la sensibilité de ceux-ci, si elles avaient ou si elles n'avaient pas lieu. Donc, nous avons comparé en dessous ici quelle était la valeur des synergies opérationnelles. Et tel qu'on peut le voir, oui, elles sont présentes. Elles rajoutent une bonne valeur qui est intéressante. Mais c'est dans l'ordre des millions, donc même pas des milliards. Et ce qui fait en sorte que la plus-value n'est pas tant à ce niveau-là, mais réellement au niveau de le pouvoir de contourner les tarifs douaniers et d'ultimement atteindre le marché. Et donc, malgré que l'offre de 0 $ peut sembler contre-intuitive, donc très particulière, celle-ci créerait définitivement une valeur pour l'ensemble des actionnaires, incluant les payeurs de taxes et le gouvernement. Et nous avons donc démontré que malgré cette transaction, il y aurait définitivement une création de valeur pour l'actionnaire. Donc, malgré, on parle tout le temps de risque quand on parle de performance, et c'est avec ma collègue que vous allez les apporter. Oui, effectivement, il y a plusieurs risques qu'on a dénotés en fait pour cette acquisition-là, en fait cette co-entreprise. D'abord, c'est sûr, les synergies, c'est toujours un risque qu'on va aborder quand c'est les acquisitions. Par contre, comme on l'a démontré, elles sont quand même minimes étant donné les parts de marché et les tarifs douaniers, c'est vraiment là-dessus que les synergies vont se faire. Donc ça, c'est pas à risque. Pour ce qui est de la réaction des contribuables, on sait que le gouvernement a investi 1 milliard de dollars. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir une mauvaise réaction si on sait qu'il y a une entreprise américaine qui va faire une genre d'acquisition, si on veut, du milliard qu'ils ont contribué. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'y aller avec des relations publiques, comme vraiment expliquer pourquoi c'est avantageux, quelle création de valeur il va avoir, vraiment mettre au courant autant le public que les actionnaires, parce qu'eux aussi peuvent être un peu effrayés à l'idée de voir l'entreprise dans laquelle ils ont investi se faire acquérir un projet par une entreprise américaine. Donc encore là, on vous suggère vraiment d'y aller avec de la communication qui est transparente. Puis pour les actionnaires, c'est sûr que de voir le prix de l'action qui va probablement monter au suite de ce partenariat-là, ça va jouer en leur faveur. Pour ce qui est de la perte de contrôle, parce qu'on sait que vous allez donner en fait plus de 50% du contrôle pour le projet à Arby. En fait, ce qu'on trouve qui atténue beaucoup ce risque-là, c'est que le projet est déjà développé. Les avions sont déjà développés. Donc, ce n'est pas au niveau du développement des avions, mais c'est plus pour la mise en marché, pour la vente, l'accès au marché américain. Puis, on pense que de ce côté-là, c'est vraiment pas tant dramatique. Puis, pour ce qui est de l'impact social, c'est sûr qu'encore une fois, le public peut craindre voir des emplois québécois se faire détruire pour des emplois américains, étant donné que ça va un peu changer de main, le projet, ça va un peu changer de contrôle. Donc, on a jugé pertinent de parler un peu de gestion éthique à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vous suggère de faire, en fait, c'est d'y aller avec des contrats, donc s'assurer que les emplois restent bien au Québec, de mettre des clauses qui vont garder les emplois, donc être sûr que la production ne soit pas transférée aux États-Unis. Puis, encore une fois, faire des relations publiques, s'assurer que le message passe bien, qu'on ne veut pas couper des postes. Puis ça, c'est vraiment important de le faire en toute transparence pour être sûr que autant les actionnaires, les contribuables, mais aussi la société en général acceptent le partenariat. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que malgré justement les synergies qui, même s'ils n'étaient pas atteintes, ça ne créerait pas tant un risque que ça, la perte de contrôle, étant donné qu'elle se limite seulement au projet
on juge que c'est acceptable. Puis l'impact social, dans la mesure où il y a des bonnes communications, on pense que non seulement il y a une opportunité sur le marché, il y a une performance financière qui a été démontrée, mais aussi que ça se fait dans une gestion des risques qui est complètement acceptable, ce qui nous permet de passer à notre proposition. On vous suggère en fait à court terme d'accepter l'offre, puis, mais sous la condition effectivement que les emplois restent au Québec. Engager une firme de communication pour bien faire passer le message avec les contribuables, les actionnaires ainsi que la société. À moyen terme, suivre l'évolution de la politique parce que ça peut avoir un fort impact sur votre entreprise et sur les projets que vous menez. Suivre l'évolution des ventes, même chose de ce côté-là. Puis à long terme, maintenir les investissements que vous faites en recherche et développement, c'est des belles innovations que vous apportez. Puis aussi, regarder pour des partenariats à travers le monde, ça pourrait être aussi envisageable et on vous le suggère. Puis, on a commencé en fait la présentation en vous citant Warren Buffett, « Price is what you pay, value is what you get ». Puis on est convaincu en fait qu'en faisant le partenariat avec Herbie, vous allez être en mesure de générer une valeur qui va être vraiment supérieure au prix que vous allez avoir payé. Puis, si on peut revenir sur notre mandat, on voit bien que l'enjeu stratégique a été atteint. La cohérence stratégique est bien présente. Vous allez atteindre le marché américain. Il y a une création de 11,9 milliards de dollars pour votre compagnie. Puis la gestion éthique vous permettra de faire le tout dans une gestion de risque qui est complètement acceptable. Pourquoi on vous dit d'accepter l'offre de Herbie. Donc, si jamais vous avez des sujets que vous voulez approfondir avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Il va maintenant avoir une période de questions de 5 minutes qui débute maintenant. J'aimerais regarder le NPV que vous avez fait. Retourner juste quelques questions. Oui. Encore. Donc, attends, revenez, excuse-moi. Revenez par là. Continue. Est-ce que vous avez le numéro de la slide? Non. Non, c'est la prochaine. Prochaine. Ça Voilà. Non, prochaine. Terminal. Est-ce que c'est sur 20 ans que vous avez fait le... ou c'est vraiment on a fait perpetual growth? dans un horizon de 5 ans. Notre valeur terminale, nous avons fixé une valeur qui était très conservatrice, donc un taux de croissance d'environ 2% pour cette valeur qui suit l'inflation, dans le but de rester conservateur. Mais de s'assurer en même temps, c'était pour vraiment capter aussi le fait que cette technologie, donc ce type d'avion, a vraiment une durée de vie qui est longue. Donc c'est vraiment la fine pointe de la technologie est là pour perdurer et nous croyons que les ventes seraient donc dans une horizontale assez longue. Okay. Mais c'était 20 ans qu'on dit dans le cas. OK, c'est ça. Donc, ça, c'est perpetual growth. OK. Peut-être retourner en arrière encore. Parce que dans frais administratifs, on sait qu'on a dépensé 9 milliards sur les avions. When Gen 2 comes, deuxième génération, how does that happen? Effectivement, les coûts qui ont été encourus précédemment sont ce qu'on appelle des sunk costs, si on veut l'expression anglaise. Donc, ils ne sont pas réellement considérés dans l'évolution d'un futur projet, surtout dans un deuxième projet. C'est dommage si les coûts étaient supérieurs à la valeur créée, mais c'est vraiment de regarder les perspectives de croissance future qui vont être votre avantage. Alors, vous avez arrivé en valeur de 15 milliards de dollars négatifs pour nous maintenant, sans les partenariats. Comment est-ce que vous pouvez nous suggérer qu'on peut aller négocier avec Herbie, de nous donner autre condition, de garder toutes les postes de travail à Dorval si maintenant on a moins 15 milliards et avec eux, vous nous proposez plus 25 milliards. Je pense qu'on n'est pas dans une bonne situation de négociation. Effectivement, c'est une très bonne question, mais l'important, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est une entreprise qui est publique. Donc, si à ce moment-là, vous commencez à avoir une très mauvaise réputation, si vous prenez des emplois qui étaient dans votre pays d'origine, puis vous les envoyez aux États-Unis, alors que toute votre entreprise va être affectée par cela, n'oubliez pas que c'est seulement pour un projet. Si tout le prix de votre action est affecté, c'est sûr que ça va avoir un bien plus grand impact. Il est donc très important que la réputation reste intacte pour votre prix de l'action et que vos actionnaires veuillent rester dans votre compagnie. Les actionnaires veulent faire de l'argent. C'est ça.
ils ne veulent pas créer des emplois, ils veulent faire de l'argent. Tu ne peux pas garder les emplois à Dorval si tu apportes la production aux États-Unis et si tu bring in sales and marketing from Airbnb. Il va y avoir des pertes d'emploi. Mais en fait, c'est ça, c'est sûr, il va y avoir des pertes d'emploi. Nous, peut-être qu'on est allé un peu drastiquement en disant de conserver la totalité des emplois. Je pense que c'est pas vraiment sous cet angle-là qu'on veut l'apporter. L'en conserver le plus qu'on peut, mais sinon avoir des plans peut-être de retraite anticipée, avoir de la formation, de faire de la délocalisation géographique. Ça peut être toutes des mesures qui sont employées afin de comme un peu minimiser l'impact que ça va faire de supprimer des postes drastiquement parce que ça peut beaucoup avoir un effet sur le prix de l'action. Puis ça, c'est quelque chose qui est observable dans d'autres entreprises qui ont fait des coupures de postes. Les gens ont une certaine réticence à aller impliquer de l'argent dans et investir après dans ces entreprises-là. Donc, aller avec des moyens alternatifs le plus possible. Au niveau de l'évolution du prix du GT1000, présentement, c'est du dumping qu'on fait, donc on essaie d'éviter de le faire. Alors, j'aimerais juste savoir la justification du fait que vous n'êtes pas tout de suite allé au coût, au minimum, pour l'évolution du prix. Donc, nous avions préconisé qu'effectivement, y aller d'un coup. Donc, c'était pas juste les droits compensatoires et l'évolution, mais certains facteurs un peu économiques qui pouvaient entrer en ligne de compte. Donc, vu qu'il y avait plusieurs facteurs, c'était vraiment dans l'optique d'être conservateur, de vraiment y aller dans une optique qui était de minimiser, si on veut, la valeur totale à la fin. Mais si on veut, le prix allait tout de suite réaugmenter au seuil qui était le prix de vente que vous avez fixé, la valeur créée sera encore plus grande, donc le projet sera encore plus bénéfique pour vous. Merci beaucoup, ça va conclure la délégation.